La joaillerie a aussi ses créateurs de légende. Les plus célèbres sont installés place Vendôme et rue de la Paix. Les Melleriot sont les premiers à s'être établis ici en 1815. Aujourd'hui, c'est François qui dirige l'entreprise familiale. Chez les Melleriot, on est joaillier de père en fils. Alors ici, on est dans ce qu'on appelle la galerie des ancêtres et on a toutes les miniatures de mes ancêtres. Donc on commence par Jean-François, donc 1756-1828. Et puis nous arrivons à son fils, François Melleriot. Donc François Melleriot est celui qui est à l'origine de l'installation des Melleriot rue de la Paix. C'est lui qui a eu le génie finalement de venir le premier rue de la Paix. Il n'y avait encore aucun joaillier. Et si tous les joailliers sont venus s'installer par la suite, c'est grâce à lui. Donc c'est un personnage très important de la maison. La dynastie Melleriot a écrit les plus belles pages de l'histoire de la joaillerie. Et aujourd'hui encore, l'aventure continue. Je suis le représentant de la 14e génération à la tête de l'entreprise familiale. Et tout débute quand? La tradition orale dit 1515, les premiers Melleriot viennent à Paris, mais le document le plus ancien que nous ayons date de 1613. C'est celui qu'on met sur nos papiers officiels, donc en 2013, nous aurons 400 ans. 4 siècles de création soigneusement conservés. Olivier, le frère de François, veille sur le trésor familial. Il prépare une exposition qui va retracer la saga Melleriot. Dans ce coffre, des pièces d'exception. Ça doit être 1818, donc c'est vraiment le début du 19e siècle. C'est un camée avec émail, rubis et perles, et sur or. Et en fait, c'est un cadeau du tsar Alexandre III. Donc c'est quand même assez emblématique de cette période. Tiens, prends-le. Ça peut les intéresser. Alors ensuite, ça c'est beaucoup plus ancien, c'est un diadème. Il y a la trembleuse, pour la technique c'est très intéressant. Il y a un ressort, ce qui fait que dès qu'on bouge, la pierre bouge. La lumière se reflète dans les facettes. Donc c'est déjà beaucoup plus lumineux qu'une pierre qui ne bouge pas. Donc ça me fascine de voir comment, à l'époque, ils étaient capables d'être ingénieux à ce point. Vous, Olivier, ça vous fascine moins, ça? Oui, c'est là où on est un peu complémentaires. Je veux dire que c'est lui l'homme, je dirais, du métier. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'évolution de l'esthétique. Alors ça, c'est une montre. Bon, c'est assez intéressant aussi. C'était les premières montres de joaillerie, en fait. Hein. Les montres bracelets, oui. Très, très beau collier en citrine et avec une harmonie des couleurs qui est tout à fait exceptionnelle. Donc c'est quand même assez intéressant. Ce sont les pierres, même si elles sont semi-précieuses, elles sont représentatives d'une époque, c'est 1825. La collection Melleriot est une référence. Un patrimoine inestimable qui était destiné aux têtes couronnées. Aujourd'hui encore, les Melleriot fabriquent des bijoux exceptionnels. Voilà plus de 30 ans que François se rend régulièrement à Anvers pour acheter des pierres précieuses. Depuis le XVe siècle, cette cité de marchands est la capitale mondiale du diamant. Ce matin, à la Bourse aux Diamants, François a rendez-vous avec Varkes Nadjian, l'un des plus célèbres marchands de la place. Ah, monsieur Knadjian, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Alors on y va. Vous passez par ici, voilà. Ensemble, ils se rendent dans la salle des marchés. C'est le cœur de la bourse, un club très fermé. Dans le monde, 2 diamants sur 3 sont vendus ici. Le marchand a organisé une rencontre avec Christopher Bull, un courtier en pierre. Bonjour, ça va? Un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Alors, montrez-nous ce que vous avez. Alors, on commence par les petites pierres. 1 carat, vous avez 4 grains? Ok. Vous avez une idée de ce que vous voulez?
Non, j'essaye d'acheter une belle pierre. J'ai pas vraiment de besoin de les grosses pierres, donc j'achèterai une pierre si j'en vois une qui est belle, qui me plaît. Vous n'avez pas encore de bijoux en tête Non, pas pour l'instant, mais je préfère acheter la pierre et une fois que j'aurai acheté la pierre, je penserai aux bijoux. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je travaille. Princesse aussi, il y a, je sais pas. Ah, princesse, c'est vraiment. Princesse, c'est assez demandé. Oui. C'est joli, c'est Voilà, angle vif. Elle est bien taillée, mais elle est assez piquée. Hein. Oui, c'est piqué. Bon. Dans le jargon des diamantaires, c'est une pierre tachée. Moi, j'achète pas quand c'est piqué comme ça. Non. Quand vous regardez une pierre, François, en quelques mots, qu'est-ce que vous faites concrètement D'abord, je regarde si elle brille bien, si elle est bien taillée et tout, c'est ce qui compte. Et puis après, je regarde sa couleur, sa pureté. Mais d'abord, c'est la première impression qui compte. Hein. Il y a une mémoire des pierres. Oh, les pierres un peu exceptionnelles, on s'en souvient, oui. Mais pas toutes les pierres d'un carat que j'ai vendues dans ma vie, non, je m'en souviens pas. Mais les pierres au-dessus de 10 carats, je m'en souviens très bien. Oui. Regardez ça, un appairage de 5 carats, couleur Georges VS, une taille idéale, elles sont exceptionnelles comme taille. Hein. Pour faire un œil, il faut quand même un peu de temps. C'est 30 ans d'expérience. Hein. Presque 40. Presque 40 ans d'expérience, voilà. La première grosse pierre que j'ai achetée, c'était une 3 carats. Je me souviens encore très bien. J'étais assis par là-bas. Non, je m'en souviens très bien. Quand je suis rentré, je n'étais pas très fier parce que je me demandais ce que mon oncle allait me dire. Et finalement, il l'avait trouvé très bien, donc j'ai été tranquillisé. Non, ça, j'ai pas besoin, vraiment. Non. Voilà, ça c'est quelque chose peut-être que ça va vous inspirer. C'est une coussin de 6 carats 45. Oh, c'est une très jolie pierre. C'est une pierre avec beaucoup de vie. Elle n'est pas pure, mais elle a une très bonne matière. Oui. Et ça, c'est combien? Combien pour celle-ci? Celle-ci, je peux la faire pour 9 000 $. Peut-être 8 900 le carat. Oui, j'aime bien cette pierre. Je vais vous faire une offre là-dessus. Cette pierre de 6 carats 45 intéresse François. Il va donc prendre une option. Il place le diamant dans une enveloppe scellée sur laquelle il écrit le montant de son offre. 8 500 $ le carat. Allez. À partir de maintenant, cette pierre ne peut plus être présentée à un autre acheteur. Christopher Bull s'est isolé. Il est en ligne avec le propriétaire du diamant. Qu'est-ce qu'on fait pour la pierre de 6 carats 45? C'est une très belle pierre. Et c'est un très gros client. J'aimerais bien continuer à travailler avec lui. Son offre est un peu basse, mais on peut peut-être faire un effort. Qu'en pensez-vous? Oui. 8 400 le carat? 8 500? D'accord, pour 8 500. Il a un sourire, je pense que... C'était pas mon prix, mais comme j'ai envie qu'on travaille ensemble, c'est d'accord. Marché conclu. François a dépensé 37 000 € pour cette pierre. 3 jours plus tard, de retour à Paris, Ça va ce matin? François se rend dans les ateliers de la maison. Camille, on va voir le collier dont je t'ai parlé. Si tu veux, on va se mettre à la table. À partir de la pierre achetée à la bourse d'Anvers, il a fait dessiner un collier, le collier Golconde. Bon, alors voilà, le dessin que nous a fait Thomas. Donc on a un collier perle de Tahiti, perle grise. Entre chaque perle, on met un petit intercalaire en brillant, platine et brillant. Et là, on fait une monture extrêmement simple pour la pierre qui est là. Un bijou uniquement destiné à mettre en valeur le diamant. Faire quelque chose de tout simple. D'accord. Vous impressionne la pierre ou pas? Oui, c'est une belle pierre, ouais. On en voit régulièrement, mais là, celle-ci, elle a une taille particulière et elle est très blanche, elle est très belle, elle est très grosse. Et
Donc non, je pense que pour ce genre de collier, c'est très joli. Avec les perles, ça va être beau. Voilà Camille, à toi de jouer. C'est Camille qui est chargée de réaliser la fabrication du collier Golconde. Il y a 6 ans, elle a interrompu ses études de commerce pour réaliser son rêve, intégrer une école de joaillerie. Pour l'aider dans cette reconversion, Michel. Avec ses 20 ans d'expérience, c'est le plus ancien artisan de l'atelier. Son jugement est très précieux. Et regarde, là, j'ai avancé mon motif, d'accord? Il faut que je coupe le bout, je suis trop longue là. Ouais. Mais en fait, on veut une articulation ici. En fait, mon motif, il faut que je le coupe là. Eh ben oui, parce que l'articulation, ils la veulent à ce niveau-là. Ouais, d'accord. Ça et ça, ce serait fixe. Et tu arrêtes ta mobilité ici à ce moment-là. Ouais. Et c'est pas impératif qu'elle soit à ce niveau-là. L'essentiel, c'est que l'ensemble bouge. À l'école, on fait des choses très académiques, on nous apprend les gestes, à aborder le métal et tout ça, mais on ne travaille pas les métaux précieux d'une part. Et puis après, il y a les histoires de délai. À l'école, on a le temps de fabriquer une pièce. Après, il y a quand même une notion de rentabilité, de délai qu'il faut tenir. Pour la fabrication du collier Golconde, Camille dispose d'1 mois. Ici, depuis 4 siècles, chaque bijou est unique. Ce matin, 3 parures quittent l'atelier pour le magasin. Camille est chargée des ultimes vérifications. C'est celle-là qui voulait vérifier. Et celui-là aussi, ça c'était le tien? Ah oui. On est beaucoup trop lâche là. Ouais. Faut qu'on clippe un peu. Juste là, ouais. Et là, regarde le ferment, je trouve que. Je trouve qu'il clip. Un petit peu dans le ressort, peut-être qu'on a un clip plus franc. Tu relèverais un peu la lame? Ouais, légèrement. Pas la casser non plus, mais légèrement la relever pour qu'elle clique bien, tu vois, qu'on ait un beau bruit. Là, il est un peu sourd. Ouais, je vais le faire au scalpel. Voilà. Faut qu'il y ait un bruit, oui, il faut qu'on sente le clip qui va bien fermer que c'est quand même un objet de valeur et il ne faudrait pas qu'il s'ouvre sur le bras de la cliente, ce serait un peu dommage. Regarde, bon. Ça y est, tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Pousse doucement et bien et hop. Ah, il n'est pas encore... Regarde, je vais te faire voir un truc. Alors, laisse-moi ta place 5 secondes. Là, tu passes la lame de scalpel bien à fond dedans, du côté non coupant, et tu y mets un petit mouvement comme ça, tu vois, pour la relever, et en même temps, tu la pinces au bout. Le clic devrait être plus franc. Tiens, t'as vu? Ouais, rien à voir. Rien à voir. Selon vous, Michel, il faut combien de temps pour faire une bonne main en joaillerie? Oh bah à mon avis, plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, facile. Oh oui. Donc il reste du chemin pour vous, Camille. Ouais. Bon, elle n'est pas loin, là, déjà, à de bonne disposition. C'est gentil. Non, mais je suis à la moitié du parcours avant d'être totalement indépendante. Ouais. Au sous-sol de la maison, rangés dans ses bibliothèques, des centaines de livres de commandes. La mémoire des Mélériaux. Historienne de l'art, Marie-Émilie Vaxelaire consacre sa thèse à l'histoire des Mélériaux, plus particulièrement à la période du Second Empire. À l'époque, la maison avait pour cliente l'impératrice Eugénie. 70. Voilà, alors là encore, une immense page de commande de l'impératrice. Et là, elle en a pour 13 530 francs. C'est le 3 août, elle a commandé 4 petites chaînes de cou. Et après, le 23, elle a fait une énorme commande
où il y a des médaillons, des petites broches, encore médaillons, broches, médaillons. Une partie était pour elle et une autre partie, elle les offrait. Pour ses dames d'honneur, pour tous ses proches. Elle faisait beaucoup de cadeaux. Les Melerio étaient les fournisseurs officiels des cours royales et impériales. Leurs clients, le roi d'Italie, l'empereur de Russie, le roi de Prusse, mais aussi le vice-roi d'Égypte. En un an de recherche, l'historienne a étudié des milliers de croquis de pièces de joaillerie conservés dans ses archives. Dans ce livre, par exemple, Marie-Émilie a découvert une commande étonnante. C'est un exemple de bijoux hiéroglyphiques. C'est-à-dire qu'il y avait des messages codés dans les pierres. Il faut prendre la première lettre de chaque pierre, par exemple le S pour saphir, et cela donne un mot comme souvenir. S, saphir, O, opale, U, urane, V, vermeil, E, émeraude, N, nicolo, I, iris, R, rubis, qui donne souvenir. C'était toute une culture au XIXe siècle. Des personnes s'amusaient à déchiffrer les messages cachés sur les bijoux. Demain matin, accompagnée d'Olivier Melerio, Marie-Émilie part en Italie, le berceau de la famille, pour y découvrir d'autres trésors. L'histoire des Melerio commence ici, dans ce village du Piémont. Olivier guide Marie-Émilie sur la terre de ses ancêtres. Et ça, tout ça, c'est un charme fou. On pourra peut-être se balader là-dedans. Là, on va à la mairie qui est juste là, en fait. Première étape de la visite, au cœur du village, la mairie. Dans une salle est conservée une partie de l'histoire des Melerio, mais aussi une page de l'histoire de France, des parchemins royaux. Par le roi Louis XIII. Louis XIII au moment de l'accession au trône. En fait, nous démarrons à Marie de Médicis, donc qui était la reine régente, 1613, et qui accorde les privilèges aux habitants de 3 villages italiens, Craveggia, Villette et Malesco, d'être mis sous la protection royale en remerciement du fait d'avoir déjoué un complot qui visait à assassiner le jeune roi Louis XIII. Et c'était un petit pideau, un ouvrier, un jeune ramoneur de Villette, qui, en descendant d'un conduit de cheminée du Louvre, avait découvert des conjurés qui étaient en train d'organiser l'assassinat du jeune roi Louis XIII. Voilà, donc ça doit être l'enregistrement, en fait, qui a été fait. Puis ensuite, on doit passer à 1645. Cette protection royale, elle va être accordée non seulement par Marie de Médicis, mais ensuite par Louis XIII, en 1635, puis ensuite par Louis XIV, puis ensuite par Louis XV, ensuite par le Régent, jusqu'en 1774. Et ça va permettre à la famille Melerio de pouvoir exercer son métier de joaillier sous la protection royale pendant 2 siècles. Ce privilège royal assurera la prospérité de la famille et jamais elle n'oubliera ses racines italiennes. À chaque retour au pays, elle ramène des cadeaux, symboles de sa réussite. Des trésors qui sont aujourd'hui conservés dans l'église du village, transformés en musée. Un moment privilégié pour Marie-Émilie, la jeune chercheuse. Si vous voulez regarder aussi, là, vous avez aussi ce genre de... Ah oui, je vais prendre en photo ça. Voilà. Alors ça, ce sont des... comment on peut appeler ça, des broches pour... comment vous dites? La broche. Le devant de... Enfin, une boucle. Alors, il y a des améthystes, des citrines sur le côté. Des pierres qui sont très utilisées en France durant la monarchie de Juillet. Ah ouais. C'est une grande mode, c'est le goût de l'époque. Des bijoux, des soieries, ici tout rappelle la réussite des joailliers français. Ça, c'est la chasuble. Et les tunicelles. Et ça, ce sont les tuniques. Ah oui. Voilà, ça c'est un manteau nuptial de Marie-Antoinette avec ses broderies
Et ces couleurs qui sont restées extraordinairement vivaces et qui ont été transformées en chasuble. C'est très étonnant. Ouais. Mais elle est plus portée, celle-ci. Si, justement, elle est utilisée pour le mois de la Vierge, au mois de mai. Ce manteau royal est aussi un don de la famille d'Olivier. Il y avait cette espèce d'attachement extraordinairement puissant de cette famille à son village. Et effectivement, c'était un moyen, d'une certaine manière, de montrer leur reconnaissance à ce pays qui les avait nourris et dans lequel ils venaient se ressourcer. Il n'y a pas une montagne, il n'y a pas une promenade dans laquelle il y ait une anecdote de la famille, si vous voulez. Parce que sur 5 siècles, forcément, on retrouve la famille partout. Retour dans les ateliers. Il y a 3 semaines, Camille, la jeune joaillière, commençait la fabrication du collier Golconde. Aujourd'hui, elle achève les derniers éléments de la parure. Il ne reste plus qu'à les assembler. Là, c'est vraiment une simulation sur un fil de nylon. Une fois terminé, ça sera pas comme ça. Hein, mais là, c'est pour se rendre compte du tombé du collier. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, c'est bon. » Si Camille a bien travaillé, chacune des pièces doit s'ajuster parfaitement. Le chaton central. Enfin, c'est vraiment pour se rendre compte du tombé sur un buste. Donc voilà, là ça permet de voir l'équilibre général de la pièce. Et alors ? Bah alors ça va. Le collier passe maintenant entre les mains du sertisseur maison. Une à une, il va fixer toutes les pierres sur la monture du bijou. Après un mois, le collier Golconde est enfin terminé. Dans quelques minutes, le travail de Camille va être jugé par François Mellerio. Vous regardez quoi ? Bah, je regarde les finitions du fermoir qui va bien, ça y est, qui est complètement terminé, poli. Voilà, c'est la fin du collier, donc je regarde les dernières choses à voir. Le rendu comme ça, on n'en profite que très peu de temps. Un côté un peu magique, non ? Et bah oui, c'est les miracles du serti, du poli. Je suis toujours émerveillée du bijou fini, quoi. Alors, bonjour Camille, comment ça va? Oui, là il y a toute la souplesse qu'il faut. Les petites viroles, c'est superbe. Ça fait bien ressortir, les perles. Là, il tombe bien. Bah, écoute, on va essayer sur toi déjà pour voir. Tiens, tu veux te lever? Non, c'est bien. Ouais. Oui, non, il tombe bien. La longueur. Oui, non, c'est souple. Oui, le fait d'avoir fait les emaillements, ça fait que la pierre bouge et avec la lumière, elle prend différents éclats. C'est très très bien. Oui. Ouais, quand tu bouges, tu vois ça. Alors, je l'enlève. Attends. Hop. On le remet. Cette nouvelle pièce de joaillerie perpétue l'histoire des Mellerio. Bon, ben, on va le ranger. Ok, ben, bravo Camille, c'est super. Merci. En 2013, la maison célébrera son 400e anniversaire.